Avec ses 16 millions d'habitants, Shanghai est une des grandes mégapoles chinoises d'aujourd'hui. Le Huangpu est un fleuve qui se jette dans le Yangtze, qui est ce grand fleuve, c'est le fleuve bleu, le Yangtze qui est un fleuve magique qui part du Tibet et qui vient qui se jette dans la mer à Shanghai. Et la ville était donc sur la rive ouest de ce fleuve, ce qui est très rare. Parce que toutes les villes, et généralement, si on prend Paris, c'était l'île de la Cité, puis droite-gauche, etc. Donc il n'y avait pas de pont. Jusqu'il y a une douzaine d'années, il n'y avait pas de pont sur ce fleuve. Donc la ville était forcément d'un seul côté. Ce côté s'appelle Puxi. Shanghai, la vieille ville, quartier de l'ancienne concession française. 10 heures du matin, temps chaud et humide. Ce quartier est intéressant parce que c'est une grande respiration dans Shanghai et on voit la grande différence entre la constitution de ce quartier et la constitution du quartier de Pudong qu'on va voir bientôt. C'est que tout l'espace, évidemment, est plus petit, il est plus tenu, et il est tenu principalement par ces grandes allées d'arbres. Et les bâtiments qui sont à droite ou à gauche, ils sont tout petits, minuscules, on ne voit pas comment ils sont. En réalité, ce qui compte, c'est juste le rez-de-chaussée, jusqu'au début du premier étage. Et on a une rue qui est complètement constituée, et l'architecture n'est pas importante, et c'est l'espace. C'est l'espace public qui est très important. C'est vrai que ces rues, dans leur gabarit, dans leur largeur, je pense que ce serait quand même une grave erreur de casser tous les arbres pour les élargir, pour faire des tours à droite et à gauche, ce qui est envisagé et ce qui se fera dans un certain nombre d'endroits. Je pense que par endroit, il faut quand même conserver absolument ce type de quartier, qui est quand même dans Shanghai, ce qui représente l'opposition. Ce qui est très beau dans Shanghai, ce sont les oppositions. Donc c'est la multitude de choses qui s'opposent et à ce moment-là, ça renforce l'idée de l'une et de l'autre et chacune prend son sens encore plus fort. Dans le même quartier, à quelques pas de là, le marché aux fleurs. Ce qui est intéressant dans ce marché aux fleurs, c'est à travers les vitres, le filtre des vitres en effet qui sont un petit peu anciennes, et c'est les tours qui sont construites. Donc ce qui est intéressant, c'est le rapport de cette partie-là, qui est en effet une partie un petit peu historique, et les bâtiments qui se construisent autour, c'est l'opposition de l'un par rapport à l'autre. Un peu plus loin, un des derniers lots d'habitation shanghaïenne typiques. Son réaménagement est prévu à très court terme. Expulsés, les habitants de ce quartier central devront s'exiler loin en banlieue. C'est la typologie chinoise qui s'est faite jusqu'au milieu du 19e siècle. Même fin du 19e siècle, et là d'ailleurs même on est au début du 20e. C'est assez intéressant de voir qu'à l'époque, la typologie chinoise, les Chinois voulaient habiter dans cette typologie qu'ils connaissaient bien, avec quand même une architecture plus contemporaine. Un certain nombre de quartiers comme ça assez populaires vont être rénovés. Bien évidemment, un certain nombre de gens vont être relogés, donc ils vont partir de ces logements, mais ils vont être relogés. Et c'est évident qu'à Shanghai, il y a forcément ce type de problème, malheureusement, de gens qui sont un petit peu laissés sur le bord du chemin, ou on pourrait dire qui n'ont pas pris le train en route, parce qu'il y a évidemment un enrichissement de la ville de Shanghai qui n'est forcément pas généralisé. Je pense que c'est extrêmement bien de le conserver, pour des raisons d'opposition, parce que le sens de ce bâtiment donne du sens aux bâtiments modernes qui sont construits, quelle que soit leur esthétique, sans porter de jugement de valeur sur l'esthétique du bâtiment proprement dit. Le rapport de l'un à l'autre
renforcent l'un et l'autre. C'est-à-dire que ces bâtiments ont d'autant plus d'importance et de force esthétique et de force urbaine qu'à côté se construit une ville qui a 50 étages de plus. Donc c'est le rapport des deux qui est extrêmement intéressant et qui crée la ville, qui crée la vie finalement. Sur la rive ouest du Huangpu, le Bond, qui est surélevé, il court sur plusieurs centaines de mètres le long du fleuve. C'est un lieu les plus populaires de Shanghai. Il y a un endroit tout à fait particulier qui est face au Bond. Et il y a une rue, qui est la grande rue, on pourrait dire la grande rue de Shanghai, tout du moins la rue la plus historique de Shanghai, qui s'appelle Nanjinglu, ou la rue de Nankin. Elle allait vers Nankin autrefois, qui a été la capitale des empereurs à un moment. Et cette rue s'est beaucoup modifiée au cours du siècle, on pourrait dire. C'était une petite rue hein, où il y avait tous les petits commerçants, il y a encore des photos extraordinaires. Et ensuite, c'est devenu une grande rue piétonne, avec quelques petits transports en site propre pour principalement les touristes, et des immeubles et des commerces et une population, et une vie, un monde extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, on ne peut pas dire dans la Chine profonde, mais on est dans le centre-ville, dans l'activité d'un centre-ville chinois. Et donc Puxi, qui est face à Pudong, récemment, donc depuis les années 90, c'est la réalisation de Pudong, qui se trouve ici. Donc le Huangpu est ici. On voit bien la différence ici entre Puxi, la façade historique, coloniale de Puxi, et la façade nouvelle, qui date des 10 dernières années. On voit bien une opposition et la force de l'une par rapport à l'autre. Et il est très clair que l'image de Pudong, c'est vraiment le contrepoint à cette image historique, entre guillemets, coloniale. Sur la rive est de Huangpu, la ville nouvelle de Pudong. En un peu plus de 10 ans, 5 à 7 000 bâtiments sont sortis de terre. Le Lupu est un des 3 grands ponts de Shanghai. Ce pont-là, il est à 45 mètres de haut de tirant d'air. On voit très bien qu'il file dans la ville à 45 mètres de haut. Et pour descendre des voitures de 45 mètres de haut à zéro, avec la pente des voitures, ça s'en va sur des centaines ou des centaines de mètres. Ce sont des grandes saignées dans la ville, qu'on connaît aussi. D'ailleurs, à Bordeaux, le grand pont avec l'autoroute, c'est ça. Mais il est un peu en dehors de la ville. Là, on est en plein milieu de la ville. Cette partie de la ville est en pleine mutation. Dans un avenir proche, les rives seront accessibles à tous. Les chantiers navals vont partir en dehors. Et donc ces grands ponts, aujourd'hui, qui sont utiles parce que le port est au milieu de la ville, seront toujours utiles parce qu'ils vont devenir historiques. Il va rester toutes ces péniches, des bateaux qui vont faire 10, 15, peut-être 20 mètres de haut, mais ça changera tout. Au lieu de 46 mètres de tirant d'air, on va passer à 20 mètres pour laisser passer la multitude de bateaux qu'il y a. Martin Robin est le concepteur de l'urbanisme et de l'architecture de l'exposition universelle de 2010, qui se tiendra à Shanghai. On va arriver, on est presque dans le site de l'exposition universelle, qui est entre les deux ponts. Entre ce pont, le Nanpu, et le Lupu, qui vient d'être terminé il y a quelques mois, il vient d'être inauguré, et entre les deux,
ici l'exposition universelle, notre projet de l'exposition universelle qui verra le jour donc en 2010 avec la passerelle piéton qui sera ici. Pudong est là-bas, avec les grandes tours, l'allée du siècle, l'aéroport là-bas. Et là, vous apercevez donc ce terrain en centre-ville qui est un peu plus grand que la vieille ville. Donc c'est pour montrer l'échelle du projet qui est très grand. Presque tout va être détruit, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y aura quelques éléments très beaux, comme certaines grues anciennes comme cela qui vont rester, mais tout le système va être complètement refait. La grande ellipse, le canal qui va passer, qui va arriver quelque part par ici, près du pont Loupou, qui va tourner, donc faire cette grande ellipse qui va retourner de l'autre côté, qui est un petit canal en plan, en dessin, mais il fera quand même 50 mètres de large. Et il y aura ensuite des canaux qui seront vraiment petits, perpendiculaires au Huangpu, comme ça, un certain nombre, et ce qu'on appelle des corridors végétaux. Donc la végétation va venir, va traverser complètement l'expo, va venir jusqu'à la rivière et va se retrouver de l'autre côté. Donc en réalité, ça sera le début de grands corridors végétaux qui vont s'étendre dans la ville ensuite, en dehors de l'exposition. L'élément bien sûr majeur de l'exposition universelle, c'est cette passerelle piéton, qui est un pont piéton qui fait ici à peu près 600 mètres de long, donc à peu près 450 mètres de portée sur le fleuve et environ 200 mètres de large. Et sa grande particularité, donc, c'est en dehors du fait que c'est une passerelle piétonne, la première à Shanghai, c'est surtout ce grand ruban qui permettra, on l'espère, de monter en haut avec un système de transport en site propre qui ne s'arrêtera pas, de monter et de redescendre. Donc d'avoir une vue sur toute la vieille ville, sur toute la ville de Shanghai, et de monter côté Pudong et redescendre en ayant une vue sur la ville moderne que vous avez là de l'autre côté en face de vous. Côté Pudong, la grande tour Perle orientale, 468 mètres, 120 000 tonnes, plus de 2 millions de visiteurs depuis 1995, date de sa construction. Au premier étage, on se presse pour voir la ville et le fleuve de Huangpu. Quand on voit cette espèce d'éclectisme partout, c'est-à-dire que tout peut se construire, on voit que tout est faisable. Donc, quelque part, paradoxalement, il y a une forme de liberté dans l'architecture, c'est-à-dire qu'on peut proposer des choses qu'on ne pourrait pas proposer ailleurs. Parce que les codifications, aujourd'hui, ne sont pas encore figées. Donc il y a une culture ancestrale, on pourrait dire qu'il y a des millénaires, chinoise qui ressurgit fortement, et il y a la modernité qui est là, et il y a une grande marge de liberté entre tout ça, et donc chacun peut trouver sa place ou ce qu'il a envie d'exprimer. Et c'est ça Shanghai aussi. Là, c'est magnifique, cette espèce de paysage, on se croit revenu dans une peinture chinoise classique où la mer, l'eau rejoint le ciel à travers un brouillard qui devient montagne. Et là, les montagnes, c'est un petit peu comme tous ces grands immeubles qui se transforment en montagne. C'est assez magique. Et il y a une espèce d'émotion quand même qui est... Là, on rejoint quand même la culture chinoise, il n'y a rien à faire. On n'a pas ce genre de paysage en Occident. Et ici, vous avez l'allée du siècle, qui a d'ailleurs été dessinée, aménagée par un Français, charpentier. C'est un peu comme les Champs-Élysées en contemporain, avec des tours partout, c'est-à-dire un système de bornage très différent de celui que nous connaissons à Paris, qui sont des bâtiments en continu, qui sont haussmanniens ou post-haussmanniens. Ici, on est un système de tours beaucoup plus, comme à Manhattan, même si c'est très différent, mais on est dans un système de très très grandes avenues, comme les Champs-Élysées par contre là, mais un espace qui fait je ne sais pas combien de kilomètres. Donc cette zone s'étend, elle va s'étendre jusqu'à la mer. Pour le moment, elle s'arrête à peu près au milieu.
Là, on est encore dans la zone préconstituée qui a été construite il y a 4, 5, 6 ans. Et on va arriver dans la zone construite il y a 3 ans, puis 2 ans, puis 1 an. Alors plus on s'éloigne, plus c'est récent, bien sûr. C'est le principe, comme dans toute ville. Donc, vous allez voir là, on passe ici, on va rentrer dans le chantier. On passe dans la 1. Et ça, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Ça, c'est Shanghai. C'est-à-dire que dans Shanghai, il y a des centaines et des centaines de chantiers de cette importance. On peut discuter de l'esthétique de chaque bâtiment, c'est clair. Et ici, lorsqu'on voit que ça, on peut dire, oh là là, c'est un peu pas tenu, les bâtiments sont comme ci, les bâtiments sont comme ça. Mais il n'empêche que l'ensemble, lorsqu'il est fait, donne une ville qui est extrêmement constituée et d'une énergie farouche. Et qui fait partie du rêve. C'est-à-dire avoir un logement classique, c'est-à-dire un logement avec des sanitaires, avec une hygiène, avec une salle de bain, avec etc., cuisine, etc. Tous les services, on pourrait dire, tous les utilitaires du logement qui n'existent pas dans les très vieux logements qui sont à Shanghai aujourd'hui. Partout dans Shanghai, c'est l'image de la ville nouvelle de Pudong qui s'affiche. La ville se modifie à une vitesse incroyable. On passe d'une ville d'un seul côté à une ville des deux côtés, à la construction de grands ponts, de technologies d'ailleurs assez sophistiquées, puisque ce sont des grandes arches. Sur ce fleuve Yangtze, il y a une île qui s'appelle Chongming. Grande île comme ça. Il faut dire que le fleuve Yangtze a ici environ une vingtaine de kilomètres de large. Donc c'est pour donner l'échelle. Le Huangpu, dans Shanghai, à 500 mètres, 4 ou 500 mètres, mais il se jette à 15 km de là environ sur le Yangtze, entre 20, 25, 30 km de large selon les endroits. Et il y a une grande île en plein milieu, qui est l'île de Chongming. Et le bout de cette île, qui est tout à fait incroyable, qui n'est pas urbanisé du tout, est grand comme Paris. Donc ce bout d'île est neuf, on pourrait dire ça comme ça, puisqu'il y a le Yangtze qui descend. Les alluvions ont été bloquées par des digues dans les 50 dernières années, et donc cette île a grandi de 10 km en 50 ans par la construction de digues successives, et c'est la terre, les alluvions du Yangtze, qui ont agrandi cette île. Donc c'est un paysage magnifique, non construit entre la terre et la mer, entre la terre et l'eau, c'est génial. C'est un territoire magnifique, écologique, qui est la contrepartie de la densité urbaine de Shanghai. Donc ça va devenir, il y a la volonté politique de faire que cette zone soit ce qu'on pourrait appeler la ville dans la nature, c'est-à-dire un mélange urbain très très léger avec une partie agricole et aussi de recherche sur l'agriculture. Mais c'est quand même très beau, c'est magnifique, ces digues-là, ces pré-digues qui sont un peu arrondies, ces brise-lames, c'est formidable, c'est quand même un paysage magique qu'on a, et qui est tout à fait impressionnant à côté de Shanghai. Enfin, nous sommes dans Shanghai, c'est ça on est dans la ville de Shanghai. La ville de Shanghai, c'est ce qu'on a vu, ce que tout le monde connaît, plus ou moins, et ceci que personne ne connaît, et qui sera sans doute très connu, puisque ça va être sûrement une très belle zone écologique et de nature très préservée. Dans ce village de pêcheurs, le mur de la digue sert aussi à faire sécher crevettes et poissons. Là, c'est un des petits villages qui s'est énormément structuré, même si ça ne paraît pas depuis 2 ou 3 ans, lorsque je suis venu ici la première fois.
ces canaux permettent d'irriguer toute la zone, puisqu'il y a beaucoup de poissons, beaucoup d'élevage, de poissons, de crabes, d'anguilles, etc. Et donc, ce système d'écluse, puisque c'est un canal qui est fermé par une écluse qui s'ouvre quand l'eau monte ou quand elle est trop haute ou quand elle est trop basse, pour garder l'eau à l'intérieur. Le problème qu'il y a, c'est quand même de nettoyer cette eau. Parce que comme vous le voyez, cette eau est très sale. C'est l'eau du Yangtze, en plus il y a tout un tas de choses qui tombent dedans. Enfin bon, il n'y a pas de station d'épuration dans ce coin-là. Enfin bon, même s'il n'y a pas grand monde, il n'y a même presque personne. Mais il n'empêche que c'est quand même une eau très sale, pour plein de raisons. Et l'un vraiment des objectifs importants, c'est de faire que ces canaux deviennent propres. Par des systèmes naturels, écologiques, en plantant un certain nombre de plantes qui nourrissent des crevettes, les crevettes qui, etc., etc. Donc il y a tout un tas de systèmes, un cycle. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais je sais qu'il y a un cycle possible. On a travaillé avec un écologue qui a proposé un cycle assez astucieux qui permet de nettoyer l'eau. Évidemment, ça ne se fait pas en quelques jours. Une des particularités dans les villes chinoises, les grandes villes chinoises, mais à Shanghai particulièrement, c'est la voiture. Parce qu'elle arrive. Il n'y en avait pas il y a 15 ans, ou très peu. Avant, c'était des vélos. Il est 19 h, c'est chaque soir un lieu de promenade, de rencontre, de liberté. Quand on voit quand même tous ces tours, tous ces éclairages, tous ces éléments, un par un on pourra en discuter, mais l'ensemble est tout à fait extraordinaire. Il y a une volonté quand même de créer une image, un nouveau skyline, une nouvelle ville, la plus solide du monde, enfin, la représentative de la volonté d'être la capitale du monde. Pékin est la capitale de la Chine, manifestement c'est la capitale de la Chine, elle a l'image de la capitale de la Chine, et Shanghai, de par son ouverture, de par beaucoup de raisons font qu'ils ont l'ambition d'être la capitale du monde, au même titre que Paris a été la représentation du monde au 19e, c'était la plus belle ville du 19e siècle, New York la plus belle ville du 20e, et Shanghai veut et sera probablement la plus belle ville du 21e.